Bonjour. Non, vous m'entendez pas? Si, vous m'entendez? Ah, super. Ah, c'est génial. Ouais, je vais me lever parce que du coup, c'est difficile de voir le PowerPoint. Merci. Donc aujourd'hui, on vous accueille. Donc je vais me lever, ça sera plus simple. Je serai plus à l'aise aussi. Donc aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler de l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Bon, bâtiment, vous y attendiez. Adaptation aussi, puisque vous êtes là. Donc on va être 3 personnes. Moi, je suis Sakina Penpoint. Je suis directrice de projet adaptation des bâtiments au changement climatique au CEREMA. Irène, du coup, chef de projet adaptation des bâtiments au changement climatique au CEREMA. Et nous avons Nicolas Demestre qui va nous présenter, suite à notre méthodologie qu'on va présenter, il va nous présenter une expérimentation qui a utilisé cette méthodologie. Et donc il est directeur de projet transition écologique au département Hauts-de-Seine. Donc premièrement, je vais quand même vous présenter le CEREMA pour commencer. Alors le CEREMA, c'est l'établissement, le centre d'expertise publique qui accompagne du coup toutes les collectivités et tous les établissements publics sur les stratégies qui sont autour de tout ce qui est, alors bien sûr bâtiment, mais aussi aménagement urbain, mobilité urbaine et rurale, aménagement d'ailleurs rural aussi. Voilà, c'est écrit là. Infrastructure de transport, environnement et risque et mer et littoral. Donc tout ce qui est ingénierie territoriale. Et du coup, on est présent partout en France. Mais bon, je pense que la plupart des personnes qui sont là nous connaissent probablement, donc je vais passer un peu vite. Passons tout de suite au cœur du sujet. Vous avez l'habitude, le changement climatique, c'est pas mal d'aléas qui vont s'abattre sur nous au fur et à mesure des années et des dizaines d'années, dont les fortes chaleurs, les sécheresses et les risques de retrait et gonflement des argiles. Le risque de retrait et gonflement des argiles, c'est le fait que les sols argileux puissent, à cause de la sécheresse, se rétracter, puis se gonfler, puis se rétracter, puis se gonfler et du coup abîmer les structures qui sont dessus. Ensuite, les fortes pluies, donc tout ce qui est précipitations intenses, inondations, bien sûr, grêle, tempête et vents violents, incendies, submersion marine, donc avec la montée du niveau de l'eau. Les risques qui vont avec, je vous les ai remis là, enfin Irène vous les a remis là. Surchauffe des usagers et des équipements, arrêt des activités, tout ça à cause des canicules. Fissuration, je vous en ai déjà parlé pour les sécheresses et RGA, fortes pluies et inondations, on connaît, c'est tout ce qui est infiltration d'eau, voire même du coup dégradation à très long terme. Dommages sur les bâtiments pour grêle et tempêtes et vents violents, incendies également, et submersion marine en général, c'est même une stratégie de repli qu'il faut envisager. Je vais revenir du coup sur la TRAC, la trajectoire de réchauffement d'adaptation au changement climatique, qui va être la trajectoire qui va nous aider en fait à justement prévoir tout ce qui est les risques à venir et donc la stratégie d'adaptation qu'on va devoir mettre en place. Donc la TRAC, c'est la trajectoire d'adaptation à l'échelle de la France qui a été décidée du coup et qui est du coup celle qui est proposée dans le PNAC. Le PNAC, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a beaucoup de cycles. C'est le plan d'adaptation, le plan national d'adaptation au changement climatique. Et du coup, c'est celui qui va faire référence pour la France en termes d'objectifs. C'est lui qui va dire à peu près pour tous les secteurs comment s'adapter. Et du coup, il s'appuie sur cette trajectoire de référence. Où est-ce qu'elle se situe cette trajectoire? En fait, cette trajectoire, elle va être en termes de niveau de réchauffement. Elle va dire à chaque niveau de réchauffement à quoi ça correspond. Et donc, par exemple, le premier niveau de réchauffement, qui est estimé à 2030 environ, c'est 1,5 degré pour le monde et c'est 2 degrés de réchauffement pour la France, car la France se réchauffe plus vite. Et du coup, à cet horizon, il faut identifier des mesures réactives vis-à-vis du changement climatique à implémenter dès aujourd'hui, parce que 2030, c'est quand même demain. Ensuite, il faut aussi se projeter à un petit peu plus long terme, 2050, et donc on sera dans ces eaux-là à environ 2 degrés de réchauffement dans le monde, 2,7 pour la France, et du coup c'est l'horizon à considérer pour la définition de plans d'investissement. Et 2100, plus 3 degrés pour le monde, plus 4 degrés pour la France, et c'est l'horizon à considérer pour vérifier la logique des stratégies mises en place et regarder l'ambition qu'on veut donner à plus long terme, pour éviter de faire une stratégie dans les 2 premiers horizons qui soient dans un sens et complètement dans un autre sens à 2100. Donc vraiment cet horizon de vérification qu'on est dans la bonne direction, une espèce de boussole.
Et du coup, pour continuer sur les parties théoriques, et après on va rentrer dans le concret, et c'est Irène qui va prendre la parole. Pour la partie théorique, du coup, on a le risque. Comment est-ce qu'on définit le risque climatique? Le risque climatique, il va y avoir du coup deux parties qu'on va regarder, deux paramètres en particulier. Il y a tout ce qui est paramètres externes qu'on va regarder pour le bâtiment, donc ça va être tout ce qui est en dehors du bâtiment, ce qui a référence au territoire et à la zone où on l'est, ce qui ne dépend pas de la manière dont le bâtiment est construit. Ça va être donc les paramètres climatiques qui vont changer, ça c'est évident, c'est le changement climatique qui change et tous les indicateurs. Et puis ça va être aussi la vulnérabilité des territoires. C'est pas pareil si on est en plein milieu d'une ville par rapport à la canicule que si on est en zone rurale ou en plein milieu d'une forêt. Ça n'a rien à voir. Et du coup, ça aussi, ça rentre en compte dans les paramètres que vous ne maîtrisez pas en tant que gestionnaire du bâtiment et qui sont donc des paramètres externes. Cette partie-là, donc, on appelle ça l'exposition du bâtiment. Et puis après, on a la deuxième partie, les paramètres internes au bâtiment, qui sont la sensibilité du bâtiment, la manière dont il est construit, donc sa capacité d'adaptation. Est-ce que, par exemple, il a été prévu pour faire des aménagements plus tard ou pas, et donc qui reflète aussi comment se projeter dans le futur pour le bâtiment. Et puis les enjeux, est-ce que c'est plutôt un hôpital ou est-ce que c'est plutôt un espace de logement? Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux pour l'un et l'autre et ça ne sera pas du tout la même stratégie d'adaptation, bien sûr. Et donc c'est pareil, les écoles n'auront pas les mêmes enjeux que les bureaux administratifs, par exemple. Et donc tout ça, c'est la vulnérabilité. Et donc on étudie tous ces paramètres-là pour regarder d'un côté l'exposition, de l'autre côté la vulnérabilité et avoir in fine le risque. Et tout de suite, ah oui, oui. Alors tout de suite, on va appliquer la méthode du CEREMA. Donc la méthode du CEREMA, c'est la méthode ABCD. ABCD pour adapter les bâtiments au climat de demain. Et du coup, on a deux phases dans la méthode. La phase 1 qui est diagnostic de risque sur le patrimoine de bâtiment, donc ce que je viens de vous expliquer juste avant, et la phase 2 qui est définir la stratégie d'adaptation. Donc dans le diagnostic de risque, il y a une phase où on cadre avec les gestionnaires de bâtiments le diagnostic, on fait l'analyse d'exposition et de vulnérabilité comme je vous l'ai dit, et puis on fait le croisement d'analyse et là on priorise le parc, c'est-à-dire on dit quels sont les bâtiments qui semblent être vraiment le plus à risque et là où on veut vraiment creuser pour aller plus loin. Et en phase 2, on fait du coup la partie stratégie d'adaptation avec des identifications d'actions à mettre en œuvre, les logiques d'adaptation et la planification des feuilles de route en trajectoire jusqu'à 2100 bien sûr. Et là, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Et donc pour illustrer un peu la méthode et cette méthodologie, je vais prendre l'exemple de la chaleur, donc l'aléa chaleur. On a du coup défini chacun des postes qu'on a décrits dans la décomposition du risque. Et donc pour l'exposition du site, on va étudier site à site donc, à quel point ils sont exposés à l'aléa chaleur, avec, en prenant d'un côté des indicateurs qui sont projetés dans le temps, donc sur la track comme présenté par Sakina. Donc c'est des indicateurs formulés par Météo France sur des projections climatiques. Et donc on va nous s'intéresser au nombre de jours avec plus de 35 degrés et au nombre de nuits tropicales, donc à plus de 20 degrés. Et donc ça va nous donner des indications sur l'évolution du climat, donc sur l'ensemble du territoire français, mais donc aussi à l'échelle de nos bâtiments. Et on va venir croiser ça donc, avec la vulnérabilité du territoire. Et ici, on va s'intéresser donc, à la morphologie urbaine et en particulier aux îlots de chaleur urbains. Et donc là-dessus, on repose sur une modélisation à l'aide des Local Climate Zones, qui sont des zonages qui définissent justement la morphologie urbaine et qui donc permettent d'évaluer le niveau d'augmentation de la température et qui va nous permettre de moduler donc, notre indicateur projeté. Donc ça, c'est un indicateur qui n'est pas projeté, qui est actuel, mais ça nous permet d'avoir plus une donnée qui est plus contextualisée que seule la donnée climatique. Et pour la vulnérabilité du bâtiment, donc on va travailler sur la sensibilité. Là, ça va être on va faire une sélection de critères qui sont signifiants face à l'aléa. C'est-à-dire pour la chaleur, par exemple, on va travailler sur le type d'isolation, sur le type de toiture, sur le taux de surface vitrée, à quel point ces vitrages sont protégés ou non. Voilà, tout ce qui va entrer en compte quand on va évaluer le risque surchauffe dans le bâtiment.
Et on va aussi travailler donc sur les enjeux d'usage et d'occupation. Et donc là-dessus, on a pris le parti dans la méthode de ne pas fournir ces enjeux. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler avec les bénéficiaires de la méthode sur quels sont les enjeux prégnants pour eux, sur leur bâtiment, sur leur parc, parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement territoire. Ça dépend vraiment du territoire, etc. Mais on a quand même défini une grille d'analyse pour accompagner justement les bénéficiaires à la définition de leurs enjeux. Donc ils sont décomposés comme vous le voyez ici. Donc en termes d'enjeux économiques, on va avoir tout ce qui est équipement, donc les dommages matériels, mais aussi tout ce qui est services, donc plutôt les pertes en termes de bénéfices, de recettes qui sont liées au bâtiment. On va aussi avoir du côté des enjeux humains, donc tout ce qui concerne les personnes, donc plutôt les dommages aux personnes, et tout ce qui concerne les organisations. Donc là, ça va plutôt être les dommages sociaux liés à la dégradation des conditions dans les bâtiments. Et enfin, on a aussi tout un pan sur les enjeux environnementaux, et donc là, c'est plutôt lié aux écosystèmes, etc., qu'on va trouver à la parcelle ou dans les bâtiments. Et donc voilà, avec toutes ces données, donc avec à la fois, vous voyez ici, donc on a les indicateurs qui sont projetés dans le temps, on a donc la sensibilité des territoires, la sensibilité des bâtiments. On va les combiner donc, pour obtenir, comme le disait Sakina, une notation. En fait, chacun de ces postes est noté et on va venir croiser ces notations pour obtenir donc, pour chaque bâtiment une note face au risque. On va aussi évaluer la bonne utilisation du bâtiment parce qu'en fait, si un bâtiment est bien conçu, s'il est mal utilisé, on va quand même faire face à des risques dans le bâtiment. Et donc en croisant tout ça, on peut obtenir donc une priorisation des bâtiments et les regrouper pour pouvoir ensuite construire une stratégie d'adaptation qui soit pertinente. Voilà. Et donc ce travail-là de définir les indicateurs, les critères de sensibilité, etc., là je vous l'ai expliqué pour la chaleur, mais on l'a aussi reproduit donc, sur tous les aléas qu'aborde la méthode pour pouvoir produire un diagnostic qui soit multirisque et qui donc permette d'évaluer vraiment un large panel d'aller sur du multi-aléa face au changement climatique. Voilà. Je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Je vais donner la parole tout de suite à notre intervenant. J'étais censée très rapidement vous parler de la stratégie d'adaptation. La stratégie de l'adaptation, donc il y a 3 phases, entre guillemets. Il y a la phase d'adaptation transformative, la phase incrémentale, d'adaptation incrémentale et réactive. Transformative, c'est vraiment on transforme carrément l'usage du bâtiment. On va jusqu'à se poser la question de est-ce que plus tard, cet usage, on peut le conserver ou non. Et en fait, non. C'est là vraiment où 2100 est important. C'est finalement, on sait que cet usage n'est plus possible dans l'état et donc on va faire de la transformative. Incrémentale, c'est on va mettre en place des petites actions et on va faire une trajectoire pour les mettre petit à petit dans le temps. Et réactive, c'est aussi prendre en compte la gestion de crise. Je ne m'étale pas plus que ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous aurez de toute façon le PowerPoint, bien sûr. Les solutions techniques, organisationnelles et solutions fondées sur la nature. Il va y avoir les solutions techniques, c'est très évident pour tout le monde, je passe dessus. Les solutions organisationnelles, ça va être réguler les horaires d'occupation, adapter les usages en fonction des périodes de chaleur, etc. etc. Et les solutions fondées sur la nature, ça va être créer des îlots de fraîcheur avec de la végétalisation pour rafraîchir l'extérieur, créer des noues pour absorber mieux la pluie, avoir une utilisation raisonnée de la végétation, etc. Et je voulais vous parler d'un guide qui vient de sortir, qui est très important sur la place, qui reprend un petit peu toute la méthodologie d'adaptation pour les bâtiments existants face au changement climatique. Il a été écrit à plusieurs mains par de nombreux acteurs et donc il va vraiment passer à la fois sur l'échelle de stratégie pour le parc de bâtiments et à la fois dans une deuxième partie sur comment faire un audit d'adaptation pour un bâtiment et donc bien rentrer en détail pour un bâtiment. Donc selon si vous avez un grand parc à gérer ou plutôt 1 ou 2 ou 3 bâtiments. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait au département des Hauts-de-Seine et qui a commencé il y a à peu près 18 mois avec le CEREMA à qui on a demandé de venir caractériser notre patrimoine, savoir si on était sensible à des risques d'adaptation au changement climatique et auxquels et dans quelle mesure.
Alors, on a choisi pour faire cette étude de travailler d'abord sur les collèges, parce que les collèges, ça représente 2 tiers de notre patrimoine, donc ça permettait de répondre rapidement à la majorité des sujets, et que ce sont des bâtiments qui sont plus importants que la moyenne de nos autres bâtiments, qui sont plus diffus et plus petits, sur lesquels sont des bâtiments également sur lesquels on a le plus de données. En revanche, juste pour vous donner un élément de contexte, le département de Hauts-de-Seine, on aurait à cœur de travailler sur l'ensemble du territoire, mais on n'en a pas les compétences. Donc en tant que collectivité territoriale, on ne peut pas traiter de sujets qui ne sont pas dans notre compétence. Donc vous avez quelques chiffres sur ce que ça représente en nombre de collèges, donc une centaine de collèges, voilà, le nombre de mètres carrés, à peu près 1 million, etc. Quelle motivation à agir? Alors les premières motivations, elles sont apparues d'abord sur les canicules, parce qu'on a eu un certain nombre de plaintes d'utilisateurs, que ce soit les collégiens, enfin les enseignants avec les collégiens, mais aussi le personnel d'encadrement des collèges, notamment dans les logements de fonction qui sont dans les collèges. On a également le constat de nombreux techniciens qui nous remontaient la difficulté à calibrer et à entretenir l'ensemble des équipements techniques de CVC et la sensibilité qu'ils rencontraient sur le terrain auprès des utilisateurs. Et donc il y a eu toute une série de mises en place de capteurs pour essayer d'objectiver les choses. Donc c'est une démarche volontaire et qui a voulu ne pas rentrer dans le sujet de la climatisation. Alors ça c'était plutôt un parti pris, parce que en fait, c'était encore possible à l'époque. Maintenant ça l'est de moins en moins, notamment quand on voit la RE 2020. Enfin, c'est des choses, on sent bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué, et à juste titre. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel au CEREMA pour faire cette étude et rentrer plus dans le sujet. Le résultat de cette étude sur les risques, c'est d'abord la canicule qui est apparue, alors de façon assez naturelle, puisque le département des Hauts-de-Seine, c'est un petit département en territoire, enfin en surface. Donc on a des risques qui sont relativement ciblés. Et canicule, c'est un phénomène qui est renforcé par le phénomène d'îlot de chaleur en zone urbaine. Mais on a également retrait-gonflement des argiles et un risque d'inondation. Alors retrait-gonflement des argiles notamment parce qu'on a un sous-sol très calcaire et karstique. Et puis inondation parce qu'on a eu plusieurs épisodes. Alors il y a la Seine, mais il n'y a pas que la Seine. Et on a aussi des rues qui donnent dans la Seine, mais qui peuvent monter en charge très vite. Alors je vais vous décrire rapidement le plan d'action qui a été mis en place. Donc on a d'abord fait une évaluation théorique de la sensibilité canicule des collèges. Et donc on a pris l'ensemble des diagnostics de performance énergétique dans un premier temps, qu'on a en fait assez vite abandonné pour se concentrer sur des diagnostics énergétiques plus complets, notamment parce que les DPE donnent un certain nombre d'informations, mais qui ne sont pas forcément cadrées méthodologiquement. Donc on ne sait pas d'un DPE à l'autre s'il y a homogénéité de manière de remplir l'information. Alors que le diagnostic énergétique est plus fouillé. Typiquement un DPE, ça fait 2 ou 4 pages, alors qu'un diagnostic de performance énergétique, ça peut faire 15 ou 30, jusqu'à 30 pages. Une fois qu'on a identifié, donc il y a une série de bases de données qui ont été créées à partir de ces diagnostics de performance énergétique, ces diagnostics énergétiques, et les résultats ont été ensuite confrontés avec les retours du terrain. Donc aussi bien les représentants d'utilisateurs que les gens qui s'occupent de tout ce qui est CVC, donc qui étaient directement au front sur ces sujets-là. Et là où on en est actuellement, c'est qu'on a lancé des simulations thermiques dynamiques qui vont nous donner de l'information beaucoup plus précise dans chaque bâtiment sur les zones, les étages ou les bouts d'étages qui sont les plus sensibles à ce sujet. Et donc on a une personne qui est dans l'assistance qui est en charge de ça et qui dans quelques semaines aura les premiers résultats de STD et qui me permettra d'avancer sur le sujet canicule. Et donc on a un deuxième grand sujet qu'on est en train de lancer et qui est beaucoup plus lourd que ce qu'on avait prévu, qui est un sujet organisationnel dont a parlé un petit peu le CEREMA tout à l'heure. Et on voudrait lancer l'habitude dans les collèges de faire de la ventilation nocturne.
Alors ça paraît tout simple comme ça, il suffit d'ouvrir les fenêtres. Il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment parce que c'est du personnel de l'éducation nationale ou du département qui est déporté, qui est sous la responsabilité de l'éducation nationale, qu'il y a des sujets d'ampleur, de, de temps de travail qui sont assez compliqués à gérer parce que les gens à qui on confierait ces missions-là ont déjà d'autres missions par ailleurs. Il y a des sujets de responsabilité, il y a des sujets de qu'est-ce qu'on fait si une alerte orage, voilà, tous ces sujets qu'il va falloir qu'on défriche pour voir comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à faire une ventilation nocturne efficace. Et petite remontée sur les difficultés, c'est une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas traité tout le patrimoine. C'est qu'on aura surtout traité les sujets techniques, mais que ces sujets techniques sont parfois compliqués parce que nos techniciens ne sont pas forcément habitués typiquement à lire une STD, simulation thermique dynamique, ou à piloter une maîtrise d'œuvre sur des sujets assez fins d'usage de ce type-là. Les sujets organisationnels sont assez compliqués à gérer, j'en ai déjà parlé. C'est une démarche volontaire, donc à chaque fois il faut convaincre. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et puis un sujet de gouvernance chez nous, comme dans la plupart, je pense, des entités, mais donc on doit vraiment acculturer les décideurs sur les phénomènes, les enjeux, le fait qu'on ne puisse pas y répondre d'un coup de baguette magique, que ça nécessite un préalable, des analyses, un temps d'étude, des travaux, donc une gêne, donc la vie quotidienne, mais n'empêche que ça nécessite ce travail-là. Et puis la sensibilisation et formation lente des équipes techniques et puis également des utilisateurs. Voilà, ça prend du temps. Voilà, merci bien. Merci. Du coup, ça va pas être super pratique. Du coup, c'est le moment des questions et réponses. Il nous reste 2 minutes, non, 7 minutes. 2 minutes, ah d'accord, parce qu'après il y a tout le changement de salle. Donc 2 minutes pour des questions-réponses et du coup je vous écoute. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez travaillé aussi dans le cadre des collèges sur la densification de l'usage et le problème que ça pose justement en été. Alors, densification de l'usage, il y a 2 sujets. Il y a la densification des salles de classe. Alors ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour, alors, sachant que les salles de classe dans les Hauts-de-Seine, c'est peut-être pas partout la même chose, mais elles sont toutes à peu près 30 élèves. Hein. Donc il y a peu de classes il n'y a pas de classe qui soit en dessous. En revanche, dans les collèges, on a des salles de classe qui peuvent être vides régulièrement, voire ça arrive que beaucoup de salles de classe soient vides, selon la démographie, un certain nombre de sujets. Et ça, c'est un travail en cours, mais qui est très politique. Voilà. Donc il est très lié à notre gouvernance et pour l'instant, ça bouge lentement. Voilà. Bonjour. Le CEREMA a aussi développé la méthode Surface qui permet d'accompagner la gestion patrimoniale des bâtiments. Et je me posais la question du lien entre les deux méthodes. Est-ce qu'il y a des passerelles voilà. Complètement. Donc du coup la méthode Surface pour les autres c'est toute une méthode qui permet de faire la gestion du patrimoine immobilier sur tous les sujets. Donc ça va être à la fois sur d'autres sujets environnementaux que l'adaptation au changement climatique et sur la décarbonation, etc. Et en l'occurrence cette méthode du coup c'est une méthode, mais par contre toutes les données vont être une brique qui vont rentrer dans la méthode Surface. En fait, si vous voulez, la méthode Surface, elle est beaucoup plus large. Et donc la méthode ABCD, c'est une petite partie de la méthode. Est-ce que tu veux compléter ? Non. Mais on est bien en lien, par contre, entre les différentes... Oui. Je suis désolée. Ah, je suis désolée, c'est fini. Mais on peut se parler après, derrière, il n'y a pas de souci. Merci à tous pour l'écoute. Et puis on est là si Merci besoin. beaucoup.